Salut tout le monde et bienvenue sur une semaine, un début de semaine en tout cas de trêve internationale qui ne sera pas la trêve pour l'équipe des podcasteurs de Métrosport puisqu'on va se retrouver à plusieurs occasions cette semaine pour parler un peu du GF38 et on va commencer dès aujourd'hui avec le débrief du match nul contre Bastia. Pour m'accompagner Karel, salut Karel. Salut Fred, salut tout le monde, ravi d'être là pour parler un peu de ce premier bloc, satisfaisant, hein, finalement. Très satisfaisant de certains points de vue, un peu moins de l'autre. On en reparlera aussi un peu plus tard dans la semaine quand on tirera le bilan finalement de ce premier mois de compétition. Pas de trêve pour nous, hein, Karel. Du coup, tu as encore un peu d'énergie. Voilà, d'ailleurs, même les footballeurs, il y a quelques-uns qui seront internationaux au GF38. Je crois qu'il y a Bamba pour l'instant qui est appelé avec la Gambie. Et après, je ne sais pas si on a d'autres internationaux cette année. Peut-être Postolaki avec la Moldavie. Possible, ouais, Vérifier. ouais. Ils auront, je crois, 2 jours de repos, les footballeurs grenoblois, avant de reprendre demain. Je ne sais pas si le programme de la semaine est déjà sorti par le club au moment où vous écouterez ce podcast, j'imagine que oui. Mais pour nous, pas de repos en tout cas, Karel, puisqu'on a encore des choses à dire sur le GF38. Et on a des choses à dire Tout à déjà fait. sur le match nul contre Bastia, puisqu'on va attaquer la semaine justement pour revenir un peu sur Bastia. Deux petites choses avant d'attaquer et d'entrer dans le vif du sujet. La première, c'est que si vous avez X, anciennement Twitter, vous pouvez voter pour le joueur du mois d'août du GF38 sur le compte Métrosport. Vous avez 24 heures, c'est-à-dire que c'est jusqu'à ce mardi 5 septembre à midi. Donc selon quand vous écouterez le podcast, ça sera peut-être un tout petit peu trop tard, sachant que la présélection se compose de Brice Maubleu, de Mathis Touraine et d'Adrien Monfray pour le mois d'août. Donc vous pouvez voter et élire le gros Noblois de ce mois d'août. Un petit favori d'ailleurs, Karel, à tes yeux sur ce premier mois de compétition? Ah, pour moi, sur ce premier mois, c'est clairement Brice Maubleu, très honnêtement parce que, bah, tout simplement 0 but encaissé, des parades, cruciales, bah, notamment Saint-Étienne, sur penalty, notamment, bah, face à Bastia également, face à Troyes, face au Paris FC, très clairement, notamment en première mi-temps. Donc, pour moi, c'est Brice Maubleu, sur ce mois, En tout cas, impérial, comme à ça son fait habitude. plaisir, ne serait-ce que d'avoir du choix pour trouver les 3 joueurs. Ça n'a pas forcément été toujours le C'est cas ça. les saisons précédentes. Donc déjà, rien que ça, voilà, on est content et ça sera forcément un très bon joueur que vous élirez ce mois-ci. Si c'est Oui, disputé, déjà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs performances notables. Même en dehors de ces 3, tu as quand oui, même eu il y des aurait pu joueurs, avoir effectivement des mentions spéciales, effectivement. Après, ça peut être disputé parce qu'on sait pas trop qui choisir entre la peste ou le choléra. Là, pour le coup, c'est ouais, vraiment, là, c'est que du bon là, c'est choix. plus Donc, positif, voilà, plus c'est plus positif. positif. Et le deuxième petit point, bah, Karel, tu as dû suivre aussi ça, le résultat de l'équipe réserve qui a attaqué ce week-end, qui est la première des autres équipes du GF38 à avoir attaqué, avec une grosse victoire 5 buts à 1 chez la réserve d'Annecy, avec un triplé de D'Antona notamment, qui Ce que commence j'ai très très bien. entendu, ouais. Ouais, ouais, qui commence très très bien sa saison. Un but de Geno qui était redescendu avec la réserve cette semaine, et un but de la recrue arrivée du FC Chirol, Polo. Bon, Ah! on va pas s'enflammer sur la réserve parce que l'an passé, ils avaient déjà gagné 4-0 leur premier match contre Cluse et qu'ils avaient eu un peu de mal à enchaîner. Par contre, c'est quand même plutôt prometteur. Tu as eu l'occasion de voir en plus, Karel, avec moi cet été, pas mal de joueurs de la réserve faire la prépa avec les pros et jouer un peu lors des matchs amicaux. C'est que du bonus, ça, en général, pour eux. On imagine qu'ils ont bien profité de cette préparation professionnelle aussi pour être au taquet, hein. Dantona, notamment, avait fait des Mmh, bons matchs, mais pas que. Mbomiko, Yamfou qui avait marqué en préparation. Ça doit rejaillir tout à ça fait. aussi sur la réserve. Et en tout cas, on va vivre, je pense, un championnat super intéressant régional 1, parce que l'autre gros favori de la poule grenobloise, bah, c'est Cessiné, le voisin. Et Cessiné a gagné 6-0 de son côté, avec notamment un doublé de l'ancien capitaine de la réserve du GF38, Mathieu Gourgan. Donc voilà, les deux Isérois Ça va là. être intéressant à suivre, Ah, s'ils peuvent hein, se tirer la la bourre R1 tous les cette deux, année. ouais, s'ils peuvent se tirer la bourre tous les deux, je pense qu'Échirol, ça va être un peu plus difficile. Les Échirolais ont perdu 3-0 à domicile contre un promu. Ça va être compliqué, je pense, pour Échirol, mais pareil, l'année dernière, ils étaient mal partis, ils avaient bien enclenché la machine après, donc on leur souhaite la même chose. Mais Et de puis, toute façon, on fera des petits rappels à chaque semaine, hein, des résultats, de qui joue, de qui brille avec la réserve. Semaine prochaine, pardon j'ai vu. Fred, mais Oui, pour les suiveurs du GF, en plus, c'est intéressant quand même de suivre la réserve. Quand on voit les joueurs qui en sont sortis et qui sont arrivés dans tout à dans le fait. groupe pro, la saison passée, finalement, ça reste quand même, une équipe, sur laquelle c'est intéressant de garder un œil, même si on s'intéresse, majoritairement à l'équipe pro.
Bah, les prochains Touraine et les prochains Isola sont certainement là, hein, donc on verra si C'est cette saison possible, ouais. certains arrivent à sortir un tout petit peu du lot. On pense à Dantona qui a eu une petite apparition l'année dernière. On peut penser à Yameogo aussi, hein, qui va certainement beaucoup jouer dans un premier temps avec la réserve, mais on a vu tout son potentiel cet été. Puis pourquoi pas des surprises, hein. L'an passé, moi j'avais vu le premier match de la réserve où il y avait un certain Mathis Touraine. Bon, il n'était pas spécialement sorti du lot en fait, donc on peut aussi avoir des belles surprises au fur et à mesure. On a vu Dedola aussi qui jouait hier pendant la prépa, bien évidemment, qui avait aussi fait une prépa intéressante. Donc bien évidemment, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à aller voir la réserve. Et oui, j'étais en train de vous dire que le week-end prochain, ça joue à domicile. Alors j'avais le nom tout à l'heure, je l'ai vu passer, je l'ai plus en tête. Qui c'est que ça joue la semaine prochaine? Ah si, ça joue contre l'autre Isérois, le quatrième Isérois de la poule, la Tour Saint-Clair, hein, qui est promu du coup cette année en R1, qui a perdu 3-2 ce week-end à domicile contre la réserve de Port-Péronas. Donc ça fera un match sympa, un derby Ok. isérois. J'ai pas vu le stade encore, j'imagine le Clos d'Or, à moins que ça soit à Vercors, mais de toute façon, restez connectés cette semaine, on vous donnera, et puis le club donnera aussi le lieu et l'horaire du match. Sachant qu'il n'y a pas de Ligue 2 en plus ce week-end, ouais, si vous voulez voir du foot et du foot grenoblois, ça peut être la bonne occasion d'aller encourager l'équipe de Lucas Pouliken et de Marama Vaillera. Voilà pour les deux petits points annexes, Karel. On va pouvoir parler de Bastia, et puis parler d'abord dans un premier temps un peu de la vision globale de ce match. Un petit mot sur l'ambiance, moi j'ai bien aimé encore, j'ai encore plus aimé que les fois d'avant, bah, il y avait encore plus de monde donc c'est assez logique. 5803 spectateurs. Il se passe un truc, Karel, cette année au Stade des Alpes. On va parler un peu plus des résultats et de la manière tout à l'heure, mais en tout cas en matière d'ambiance, je pense qu'on sera d'accord, le ressenti est vraiment très bon cette saison. Ouais, totalement, totalement. Il y avait une belle ambiance, pas loin de 6 000 personnes au final. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en début septembre, où il y a encore des gens bon, qui reviennent de vacances, où voilà, ça commence à sentir la rentrée, mais c'est quand même une belle affluence. Surtout, bon, Bastia, c'est une bonne équipe de Ligue 2, mais c'est peut-être pas l'équipe qui attire le plus de monde. Alors du coup, on peut s'imaginer que face à Bordeaux, par exemple, qui sera un samedi à 19h, c'est une très bonne chose. On peut faire une belle affluence et puis en dehors de ça, j'ai trouvé, typiquement que, bah, la tribune nord, suivait pas mal les appels de la tribune ouest, ce samedi. Je sais pas ce que tu en as pensé, Pour moi, c'est le sur gros point les positif et la grosse ouais, différence hein, par rapport à l'an passé. Elle est clairement là, parce que la West, finalement, elle est à son niveau, j'ai envie de pareil, dire. c'est Et elle était bien pleine. Encore, on l'a vraiment pas toujours vu aussi pleine l'an passé, mais elle a son niveau. Et c'est l'ajout supplémentaire de la tribune nord qui rajoute à l'ambiance, justement, avec un bon parquage Bastia aussi. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs aussi. reprises. J'aime bien quand il y a un gros parquage visiteurs parce que ça permet de répondre les chants, etc. Et petite information au passage, il y avait cette fois-ci, je crois que c'était pas le cas lors des deux premiers matchs, j'en suis même à peu près sûr. Il y avait les abonnements métro en plus. Sachant que pour le coup, je pense que c'est des gens qui sont plutôt venus. On sait que de temps en temps, tu as des abonnés qui viennent pas, notamment quand c'est l'hiver, quand il fait un peu plus froid, etc. Là, pour le coup, c'était vraiment bien plein la tribune nord et notamment là où je pense qu'il y a les abos métro un peu en nord latéral. Donc voilà, ça permet aussi d'expliquer pourquoi il y avait un peu plus de monde au-delà du côté l'été est terminé, c'est la rentrée, pourquoi il y avait un peu plus de monde annoncé que lors des deux Ouais, derniers matchs. ça Mais ça poussait bien, hein. ouais, Ça ça poussait poussait bien, bien. Oui. notamment en fin de match, où il y a eu des ça faisait du bruit, hein, en fin de match quand on sentait que Grenoble reprenait un peu le dessus sur les 10-15 dernières minutes et qu'il fallait pousser pour aller chercher le but, franchement c'était non, c'était une Et belle c'est ce qu'on ambiance. attend d'un 12e homme au final, c'est de pousser bah, quand il y a besoin de faire une différence. C'est ce qu'on regrettait un peu parfois l'année dernière et les saisons précédentes, c'était qu'une partie du public, bah, il s'enjaillait un peu quand la décision était faite en fait. Je pense au match contre Mmh, Bastia où on mène 3-0, bah là c'est facile de chanter, de crier, etc. Par contre, quand il y a 0-0 et qu'il faut aller la chercher la Laval? victoire, Laval, ouais, on a gagné 3-0 très rapidement, non? J'ai dit quoi? Mmh. Ah tu dit Bastia, mais Ah c'était pour pardon, non, c'était pour Laval, Bastia. Laval, excuse-moi, oui, j'avais Laval en tête en plus, où on mène 3-0 rapidement et là où effectivement l'ambiance était forcément très bonne. Je pense que quand il y a 0-0, justement, c'est là où les joueurs ont besoin d'un petit Tout à surplus fait. d'énergie supplémentaire. Et pour le coup, ça n'a pas fonctionné, mais pour le coup, le public a été complètement dans son rôle de 12e homme ce samedi. Justement, ça n'a pas fonctionné, Karel, on va justement faire une transition sur ça. Alors, je sais pas si les deux coachs s'étaient parlé, pardon, juste avant de passer en conférence de presse. En tout cas, ils ont dit exactement tous les deux la même chose pour commencer leur conférence. En gros, c'est incroyable que ce match se soit terminé sur 0-0. Alors moi, je suis complètement d'accord. Est-ce que c'est également ton avis?
Ah bah, totalement. Je pense que, je pense qu'ils avaient pas forcément besoin de se concerter parce qu'on a tous vu, à peu près le même match et que ce soit du côté de Bastia qui au final, on en a parlé un peu, après la partie, mais Bastia qui a été diminué et qui a quand même réussi à être, bah, souvent dangereux offensivement, plutôt en transition dans l'idée, mais on a vu que voilà, des joueurs comme Santelli, comme Alfarella, qui sont les habituels, titulaires comme Djoko, qui a pas toujours été, très précis mais qui a quand même apporté du peps et une belle capacité à conserver le ballon, que ce soit du côté de Bastia ou que ce soit du côté du GF38. Il y a eu des énormes occasions qui, dans la plupart des matchs, auraient fini par rentrer. Mais comme contre 3, où on a eu énormément de très belles occasions aussi, ça n'a pas été le cas. Donc ouais, franchement, je comprends qu'il puisse y avoir un peu de frustration à cet égard-là, mais c'est important de garder en tête aussi que dans l'idée, le contenu, notamment grenoblois, a été bon. Donc il ne faut pas se frustrer trop vite non plus. Pour les gens qui n'ont pas écouté la conf de presse de Régis Brouard, en fait, il y a eu une petite épidémie de gastro. Oui, encore, décidément, contre Grenoble, c'est un peu récurrent ce début de saison. Il y a À eu se une poser petite des épidémie, questions. voilà, une petite épidémie de gastro quand ils sont arrivés à Grenoble, hein, a dit le coach de Bastia. Et ça explique notamment pourquoi Dimitri Liénard est sorti à la mi-temps, parce qu'il avait plus du tout d'énergie. Et alors, j'allais dire, ça s'est un peu vu en première mi-temps. Moi, je trouve qu'on a vu que c'était un très bon joueur et qu'on comprend pourquoi il était en Ligue 1 toutes ces saisons à Strasbourg avant d'arriver cet été à Bastia. Mais effectivement, à certains moments, on voyait qu'il était un peu cuit déjà dès la première période. Et c'est parce qu'il y a eu cette petite épidémie de gastro. Sachant que Bastia avait aussi pas mal d'absents. Il y avait le gardien habituellement titulaire Placide qui était suspendu, les milieux de terrain Vincent et Ducrot qui étaient suspendus. Guidi, lui, il a out toute la saison. Van der Kerkhoff est parti à Metz en fait quelques jours avant la fin du mercato, donc manquait ce match-là. Et toutes les dernières recrues qui sont arrivées un peu tardivement n'étaient pas encore qualifiées ou aptes à jouer du coup sur ce match. Et malgré tout, j'ai envie de dire, moi, cette équipe de Bastia, Karel, m'a plutôt séduit. On rappelle aussi qu'ils ont fini Tout à quatrième fait. l'année dernière. Et je mettrais comme une pièce sur le fait que eux aussi, on les retrouvera au moins en première partie de tableau. Et peut-être, pourquoi pas, venir à se mêler à la lutte au top 5 parce qu'ils ont de la qualité devant. Tu as parlé des 4 joueurs offensifs, tu as pas parlé de Conté, donc des 3 joueurs offensifs, mais le petit jeune Conté aussi qu'on a un peu Oui, moins qui a vu fait que une belle face à entrée 3. aussi. Ouais, mais qui a fait une belle entrée. Et puis derrière, ils ont Madjotti, ils ont Liénard. Il y a vraiment de la qualité sur le plan offensif. Et, Totalement. et quand ils auront leur défense type, on va dire ça comme ça, je pense que ça sera pas mal. Et puis les petits jeunes qu'on jouait, alors il y avait Janet, hein, je crois que ça se prononce comme ça, que j'ai trouvé très bon. Ça a même été mon Et Bastia du match. milieu de terrain, Ouais, Jeannet? c'est Ouais, ça, c'est qui a ça, hein. joué d'abord C'était un côté gauche, non, côté droit, pardon, Bastien en première période, au milieu de terrain, et après la rentrée de Mbaye en deuxième mi-temps, il a repris la place de Liénard en fait dans l'axe, et je l'ai trouvé vraiment super intéressant, je crois que c'est 20 ans, et il y avait un autre joueur qui faisait et ses ouais, c'était débuts un en 2003 je professionnel, crois, hein, donc ouais, c'est ça, c'est jeune, hein. et l'autre joueur qui faisait ses débuts, attendez, j'ai la feuille de match pour pas vous dire de bêtises, c'était Lou Batière, voilà, qui a 20 ans aussi, effectivement, qui faisait son tout premier match, lui, en Ligue 2. Et c'est Janet, effectivement, JA2NEH, qu'il va falloir suivre, lui, à mon avis, dans les années qui viennent. Il a 21 ans, lui. Et puis, globalement, si d'ailleurs les moyennes d'âge des équipes vous intéressent, j'avais noté ça aussi, je trouve ça plutôt intéressant à regarder, notamment dans le cas grenoblois. Donc Bastia, c'était 26,7 ans de moyenne d'âge, sachant que Liénard notamment fait un peu monter la moyenne. Et à Grenoble, où on a aussi des joueurs qui font monter la moyenne, on est à 26,4 ans, ce qui est jeune, hein, Karel, pour une équipe, notamment en Ligue 2, où on dit que c'est un championnat où il faut un peu d'expérience, etc. C'est récurrent cette année à Grenoble, ça l'était déjà l'an passé, mais c'est encore plus flagrant cette année. On a une équipe à potentiel globalement, et ça se retrouve aussi au niveau de l'âge moyen des équipes alignées par Vincent Aignan. Ouais, ça c'est une belle donnée, c'est important, ça montre que tu as une marge de progression, que ce soit individuelle ou collective, parce que forcément, tout ce qui est, système tactique, tout ce qui est, bah, habitude, de jeu, ça va rentrer, progressivement et c'est pas, c'est quand même à dénoter et puis en plus le GF38 sur les années, précédentes, depuis la remontée, on avait l'habitude de dire que c'était quand même une équipe, plutôt expérimentée, hein, je me rappelle que les commentateurs, disait souvent que voilà, on sentait que c'était une équipe qui avait du métier, qui allait pas être facile à bouger. Aujourd'hui, Grenoble, c'est une équipe qui est pas facile à bouger, mais qui a aussi beaucoup de talent offensivement, défensivement, même au milieu de terrain, avec des joueurs bah, qui peuvent encore progresser. Donc c'est quand même positif, je trouve, vis-à-vis de l'évolution que peut connaître cette équipe. Sur les différents temps du match, j'aurais tendance à dire un début de match plutôt équilibré et surtout très ouvert avec beaucoup d'espace des deux côtés. Ouais, ça allait vraiment d'un côté à l'autre et c'était plaisant. Pour le coup, moi j'ai pris du plaisir, notamment sur la première partie du match.
Première mi-temps, quand même plutôt à l'avantage des Grenoblois. Début de deuxième mi-temps, on va dire 15-20 minutes, à l'avantage des Bastiais, que j'ai trouvé plus agressif. Alors, est-ce que ça s'explique justement par la sortie de Liénard, qui avait peut-être moins d'énergie, et par les remplacements effectués par Brouard? En tout cas, je les ai trouvés plus agressifs dans la récupération, et ils nous ont posé des gros problèmes, avec notamment les deux grosses occasions pour Santelli, dont la deuxième, on se demande, on en parlera peut-être un tout petit peu après, comment il a fait pour la manquer. Et par contre, fin de match, c'était attaque-défense. On a senti que les 20 dernières minutes, les Bastiais, ils en pouvaient plus, et ils sont parvenus à sortir à quelques reprises avec Djoko, qui a fait ce qu'il pouvait, souvent en situation d'infériorité numérique. Mais ça a été difficile. Les Grenoblois ont pourtant offert quelques possibilités de gros contres côté Bastiais, mais voilà. On sentait quand même que Bastia, c'était plus compliqué sur les 20 dernières minutes. Et là, la domination grenobloise a été plus flagrante. Est-ce que tu as vécu à peu près le match de la même façon sur les temps forts, temps faibles des Grenoblois, Karel? Tout à fait. Sur la chronologie, des temps forts, on est totalement en phase. Fred, première mi-temps, où on se dit, bah, on pouvait mener 1-0, peut-être même 2-0, parce que la physionomie du match était quand même, totalement à l'avantage, des Grenoblois, et on commençait à avoir un peu peur qu'il se passe la même chose que face à 3, c'est-à-dire que ça allait être compliqué de trouver la faille. Finalement, hein, le gardien, remplaçant, Boucher, tu l'as dit, Placide, c'est un très, très bon gardien de Ligue 2, donc tu peux te dire que s'il est absent, peut-être qu'il y aurait quelque chose à jouer. Mais au final, bah, Boucher qui a clairement fait son taf, notamment, j'ai en tête, son face à face avec Sbaye, Oui. hein, où il faut sortir la parade quand même. Puis le début de deuxième mi-temps, alors, je sais pas si tu vu Fred, je crois que tu étais là, hein, quand il nous en a parlé, mais il y avait un confrère corse qui nous avait dit que Bastia avait beaucoup de Oui. mal sur les débuts de deuxième mi-temps. Là, pour le coup, ça a été vraiment, comme tu l'as dit, leur, gros temps fort du match, avec, notamment en tout début de période, je crois 48e minute, double occasion, pour Santelli. Alors, il faudra le noter aussi, énorme retour de Paquet, ce qui fait Ouais. peut-être, pour moi, son meilleur match de la saison pour Ah le bah moment. écoute, j'allais dire moi, Hem, j'allais en parler dans l'évaluation des Grenoblois. Pour moi, il fait son voilà, meilleur match sous le maillot du GF38 en fait. Donc on en reparlera tout à parfait, l'heure, mais on est parfait. sur la même ligne, je pense. C'est parfait du coup, et derrière, Santelli, qui a un ballon de but en fait, moi j'ai un peu blagué en disant que: «Tu me mets dans la même situation, je la mets». Évidemment, c'est de l'ironie, hein, je c'est très sûrement que je n'arrive même pas à me mettre en position de frappe, mais un peu surprenant. Tout le monde était un peu surpris, pour en avoir parlé également en conf de presse derrière, donc grosse occasion ratée, c'est des choses qui arrivent, hein. Santelli en plus, c'est un joueur bah, qui travaille beaucoup, qui est un joueur offensif, mais beaucoup de retours défensifs, beaucoup d'efforts, donc peut-être un petit manque de lucidité à ce moment, même si tu sors de la pause. Et ouais, ces 2 grosses occasions-là, notamment, et puis, ils arrivaient quand même à passer, sur les côtés, notamment Tavares, je trouve qu'il faisait un gros travail, pour se frayer des chemins sur son côté gauche, et qui arrivait, tu sais, souvent à longer la ligne de 6 mètres pour, essayer d'adresser des centres, mais il y avait pas souvent, grand monde à la retombée, mais dommage parce que c'était des ballons, dangereux tout de même pour Bastia. Et puis derrière, comme tu l'as dit, Grenoble, et comme on faisait référence au Stade des Alpes qui poussait dans les 20-25 dernières minutes, Grenoble a totalement dominé cette fin de match. Bastia n'arrivait plus à ressortir, et ils ont quand même réussi à tenir bon, pardon. Et on a vu, également que physiquement, voilà, peut-être qu'on sentait un peu le contre-coup de la maladie et des absents, ça pêchait un peu sur cette fin de match, mais il n'empêche que Bastia, comme tu l'as dit, sera un concurrent à surveiller, très attentivement cette saison, parce que, ils ont quand même tenu bon, ils ont quand même proposé des choses, dans les circonstances, qu'on connaît et qui étaient difficiles pour eux. Oui, c'est une équipe qui a proposé des choses. Je pense que ça résume très très bien. Même j'ai envie de dire 3 n'a pas proposé autant de choses avec une équipe au complet de leur côté que ce qu'a montré Bastia, notamment en première période, en début de deuxième période contre Grenoble. Karel, Mmh. tu as dit à plusieurs reprises, tu as évoqué à plusieurs reprises le match contre 3. Tu as aussi évoqué le bon match du gardien de Bastia, Boucher. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois quand même une principale différence, moi, entre les deux matchs, c'est que contre 3, le 0-0, il est du fait du gardien de 3, très clairement. Contre Bastia, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt du fait de la maladresse et du manque d'efficacité des joueurs grenoblois, avec une stat qui a été aussi beaucoup relevée depuis samedi. C'est 23 tirs pour Grenoble et seulement 3 tirs cadrés, ce qui est quand même extrêmement faible. J'insiste sur le extrêmement. D'autant plus que à côté de cette stat-là, Karel, les trois quarts des tirs ont été faits, un peu plus des trois quarts même, je crois que c'est un peu plus de 80% des tirs ont été effectués dans la surface en fait, hein. C'est-à-dire que malgré des positions plutôt favorables, on a frappé de loin, mais on a moins frappé de loin que dans la surface. On a très peu réussi à cadrer. Est-ce que l'absence de but vient finalement cette fois-ci un peu plus des Grenoblois que d'une grosse prestation du gardien adverse?
même si Boucher a su sortir les arrêts qu'il fallait quand il le fallait. Oui, oui, bah, en fait, Boucher a sorti, une parade très importante parce que l'occasion de ce bail est au bout de 15 minutes de jeu. Je pense que si Grenoble mène 1-0 au bout de 15 minutes dans ce match où Bastia est un peu diminué, il y a peut-être moyen, de peut-être pas de dérouler derrière, mais de gérer et de s'imposer, un peu plus facilement et au final, on ne s'est pas imposé. Donc c'est une parade très importante, mais le match de Boucher et le match d'Alemdar pour 3, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que 3 bah, résiste, comme tu l'as dit, grâce à son gardien et Alemdar, bon derrière, je crois qu'il prend 5 buts en 2 matchs, qui a décidé de faire le meilleur match de sa vie contre le GF38, mais au final qui ramène 1 point à 3 donc bravo à lui. Là, c'est vrai que, bah, que Grenoble a été un peu plus frustrant, hein, dans le dernier geste, je te rejoins, avec, moins de précision. Après, de ce que j'ai en tête quand même, des occasions peut-être un peu moins nettes dans l'idée que Oui. face à 3, hein, parce que, faut voir en fait dans les 23 tirs, alors la stat, elle est pertinente, il faut quand même en parler et on en a beaucoup parlé. Mais qu'est-ce qui compte comme des tirs? Alors si par exemple, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les remises de Monfray dans la surface sur corner, comptent aussi comme des tirs, je ne sais pas comment est-ce que c'est staté exactement. Mais il y a quand même eu d'occasions un peu moins nettes, des occasions un peu moins nettes, mais bon voilà, il faut quand même faire preuve On d'un peut peu plus plus de parler de précision. situation que d'occasion, en fait, C'est pour ça, un peu voilà, apporter c'est la des nuance, effectivement. on peut Alors parler de j'ai situation ouais. dangereuse et peut-être qu'une stat un peu plus pertinente, ce serait de savoir le nombre de ballons touchés dans la surface, par exemple, dans la surface adverse ou ce genre de choses-là. Mais après, c'est vrai que, bah, 23 tirs pour 3 cadrés, c'est parlant et ça montre que, bah, on a été, moins précis, et peut-être un peu moins menaçant aussi que face à 3 finalement. Alors, on en parlera un peu plus tard dans la semaine, Karel, puisqu'on va faire un podcast spécial où on évoquera les difficultés à marquer du GF38. Mais on a ce qu'on appelle les grandes chances, en fait. Donc, on va traduire ça par les grosses occasions. Voilà, une grande chance, c'est une occasion où on est en capacité de marquer. C'est-à-dire que bah, Alfarella contre Mobleu, typiquement, c'est une grande chance. Et une Oui. frappe de grand-mère à 40 mètres que le gardien arrête du talon, c'est pas une grande chance, en fait. Voilà. Pourtant, c'est deux tirs, voilà, dans l'idée, mais On c'est pas avait compté. parlé des expected goals, à un moment Voilà. dans un podcast, Métro Sport, c'est exactement ça au final. Et donc il y a seulement 3 grandes chances en fait sur les 23 frappes. Et du coup j'ai le complément d'information de tout à l'heure. Il y a quand même 18 tirs dans la surface par contre. Alors après c'est aux Grenoblois aussi de se mettre un peu mieux en position dans la surface ou de frapper plus fort ou trouver des meilleurs angles, etc. Mais en fait c'est énorme. 18 tirs dans la surface, c'est Mmh, seulement 3 cadrés. On est comme sur des stats relativement rares à ce niveau-là. Il y a eu quelques frappes qui ont été repoussées aussi hein, par la défense. Donc voilà, bah, c'est pas je pense cadré aussi. du coup, mais c'était susceptible d'être cadré. Il n'y a pas que des frappes à côté non plus. Heureusement vu le nombre de frappes au total. Mais voilà, c'est quand même assez flagrant sur ce match-là que, pour résumer, en gros, que ça dépend un peu plus des Grenoblois et un peu moins du gardien adverse. Sachant que les grosses occasions de Bastia, bah, finalement, il y en a eu moins, mais c'est un peu la même chose. Il n'y a pas tant de grosses occasions que ça. Il n'y a pas tant d'arrêts de Brice Mobleu que ça. Et ça peut nous permettre de faire la petite transition sur la partie suivante. Karel, justement, qui est l'évaluation des Grenoblois. On va commencer comme d'habitude par, si tu veux, moi je te fais un petit prix de groupe en ce qui me concerne sur le gardien et sur les défenseurs. Bon, Brice Moblo, je pense que j'ai déjà tout dit sur lui. Voilà, il est sur son habituel avec pas forcément tant de choses à faire que ça, mais une parade exceptionnelle face à Alfarella, Alfarella qui arrive à le coucher pourtant sur la première petite feinte, mais Moblo sort le ballon derrière. Alors Alfarella la joue pas très très bien non plus, mais l'arrêt est quand même magnifique. Et sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Santelli, j'ai l'impression que Mobleu, il est rentré aussi un peu dans la tête de ses adversaires et que si Santelli met cette frappe-là, c'est parce qu'il prend un peu plus de risques aussi quelque part. Il cherche pas à la placer, il veut mettre la menace pour être sûr que le gardien n'arrête pas et parce qu'il sait que c'est Mobleu en face et que Mobleu en ce moment, bah, il est compliqué à jouer. Donc, d'ailleurs, on a croisé hein, Brice Mobleu pour l'anecdote à la fin du match et lui-même était étonné que le ballon termine au-dessus en fait. Il s'en est amusé, mais je pense que si le ballon termine au-dessus, il y est pas pour rien quelque part. Il prend de la place et Mmh. physiquement et psychologiquement dans les têtes des adversaires. Et Santelli, quand le ballon arrive, il se dit bah, si je mets pas une menace dans la lucarne, l'autre il va encore la sortir. Donc la prise de risque entraîne une frappe un peu plus difficile. Et je l'interprète un peu comme ça. Sans doute pas que ça, mais je l'interprète un peu comme ça. Mais sinon, pour Maubleu, voilà, je pense que moi j'ai déjà tout dit sur son début de saison. Il est dans la lignée. Est-ce que toi, tu as des choses nouvelles à nous apprendre ou à nous dire sur le gardien et le capitaine Grenoble? Bah, je pense qu'on est tous d'accord. Je suis tout à fait d'accord en plus avec ce que tu as dit, c'est que Maubleu, on en entend de plus en plus parler en Ligue 2. Mine de rien, il y a peut-être un moment où il passait un peu outre les radars, bah, que ce soit des médias, que ce soit des grandes chaînes. Mais aujourd'hui, ça devient difficile
ne pas parler de Brice Maubleu, tout simplement, journée d'ouverture, 1er match de France, de championnat, que ce soit Ligue 2 ou Ligue 1, cette saison. Il te sort un penalty en prime time à la 80e contre Charbonnier, donc déjà, il montre qu'il sera encore là cette saison et puis comment ne pas en parler quand, bah, ça fait 5 matchs, que le premier bloc est fini et que le GF38 n'a pas encaissé de but et qu'il n'est pas étranger à ça, donc je suis d'accord avec toi. Je pense que psychologiquement et peut-être même inconsciemment et peut-être que les adversaires, ne le diront pas, mais tu sais quand tu es attaquant, d'autant plus quand tu es attaquant que, bah, que tu vas être face à Brice Maubleu et qu'il va falloir être prêt et être précis si tu veux tromper le gardien de Grenoble cette saison. Donc, Ouais, il faut faire il prend de la plus place quelque part. psychologiquement et Mmh. physiquement, ouais. Il faut faire plus pour marquer. En tout cas, c'est ce qu'on doit se dire, je C'est ça. pense, quand on est attaquant, parce qu'on sait que si le ballon est trop près de lui, bah voilà, il sera pas loin de la sortir, donc c'est compliqué. Pour enchaîner sur les défenseurs, Karel, bah, je pense que pour la première fois de la saison, j'ai trouvé les deux défenseurs côté gauche, c'est-à-dire Diarra et Paquez, meilleurs que les deux côtés droit. Pour moi, alors globalement, la défense a fait un bon match, hein. On va parler peut-être un peu plus précisément de la grosse boulette d'Adrien Monfray, qui pour moi est aussi imputable du coup à la passe de Mathis Touraine, qui le met un peu en difficulté au départ de l'action. Là où de temps en temps, bah, faut prendre un peu moins de risques et puis il faut pas hésiter à balancer devant plutôt que de prendre un gros risque comme ça sur les relances. Mais pour rester dans le positif, alors Mamadou Diarra, peut-être son meilleur match de la saison, et en tout cas pour moi, clairement Paquet le meilleur match de la saison, il n'y a pas de souci. Et j'ai presque envie de dire, et je vais le dire d'ailleurs, meilleur match sous le maillot grenoblois. Je l'ai même trouvé meilleur que quand il avait joué central dans une défense à 3. Tu as parlé effectivement de son retour sur la première frappe de Santelli, bah, qui vaut un but, hein, parce que le ballon, là, il allait dans les filets. Je pense que Maubleu aurait eu Mmh. du mal à la récupérer. Et globalement, très 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 bon match, notamment sur le plan défensif de Gaëtan Paquez, pardon. Encore un peu moins en vue sur le plan offensif, mais il a quand même beaucoup proposé sur son côté avec Sbaye, et c'est Ouais, côté je gauche trouve que les Grenoblois sont que surtout passés. Donc il a quand même il y a eu du participé mieux offensivement. offensivement, hein. Ouais, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux après. Offensivement pour Paquez, hein. Ouais, ouais, il y a eu du mieux. Après, quand je dis notamment défensivement, parce que je trouve que c'est vraiment sur le secteur défensif où Ouais, il a particulièrement brillé, mais offensivement, c'est il a, son il a point su fort, apporter. Ouais, il a su apporter et ça commence à mieux en mieux marcher avec Sbaye notamment. Bon, bah, ça aide aussi d'avoir un joueur qui fait des différences comme Amin Sbaye devant, mais je trouve que ça marche bien. Et globalement, même dans l'animation offensive, Grenoble, alors je sais pas si c'est une première cette saison, et dans une large mesure, plus passé à gauche, sachant que Touraine est pourtant toujours très offensif, donc c'est quand même pas anodin non plus, et ça montre bien que Paquez apporte aussi de son côté. Mais voilà pour le très positif. Le moins positif, bah, c'est la petite boulette quand même d'Adrien Monfray qui nous avait pas habitué forcément à ça. Elle a pas porté à conséquence parce que Moblou a sorti un bel arrêt et qu'Alfarella, comme on le disait il y a quelques instants, aurait pu sans doute un peu mieux la jouer. Euh, Maintenant, voilà, c'est typiquement le genre d'erreur qu'il faut éviter, je pense, dans un match. Et j'en rajouterai une deuxième qui n'a pas été une erreur, mais qui m'a fait un peu trembler. Je ne sais pas ce que t'en as pensé, toi, Karel, à ce moment-là. C'est en toute fin de match où Mathis Touraine a 3 Bastiers autour de lui au milieu du terrain. Je crois que c'est sur un ouf, corner ouais, grenoblois peut-être et c'est ça, une c'est ça. situation de contre. Du coup, il s'en sort, mais alors j'allais pas dire miraculeusement, mais il s'en sort merveilleusement bien parce qu'il élimine les 3 au final. Mais je me dis que la prise de risque, en fait, n'en vaut pas spécialement la peine parce que s'il perd le ballon à cet endroit-là, et j'ai vraiment tremblé à un moment donné qu'il le perde, c'est du 3 contre 1 pour Bastien, en fait, derrière. Et je pense que le petit axe d'amélioration, même si on a pris 0 but pour l'instant, bah, il est peut-être là sur ces petites sautes de concentration qui sont évitables, en fait. Voilà, si on recherche vraiment la perfection, on avait parlé d'un ballon perdu par Rigaud, le premier match amical aussi contre le Paris FC. Ça rentre un peu dans ce cadre-là, en fait. Je crois que Rigaud en avait perdu un contre Saint-Etienne aussi, qui avait été un peu dangereux de mémoire. Ouais, c'est vraiment ces petits points-là qui sont à améliorer, quitte, j'allais dire, à balancer en touche, mais limite, ouais, j'aurais préféré Touraine, par exemple, sur l'action de la fin de match, là, quand il voit le 3 Bastia autour de lui, qui se pose pas de questions, qui mettent une menace ou une chandelle dans la surface et qui prennent pas ce type de risque. Heureusement, ça n'a pas prêté à conséquence. Par contre, si on se prend un but sur ça, voilà, même pour lui, je pense que c'est compliqué derrière. On n'est pas obligé de faire 100% du temps du spectacle, en fait, et de prendre des risques, je pense. C'est ma seule petite limite sur ce que j'ai à dire sur la défense. Pour le reste, ils ont à nouveau été très bons dans les duels, notamment. Touraine, une énergie. Alors lui, on parlait des joueurs un peu fatigués. Lui, c'est impressionnant, parce qu'à la 90e, il continuait à rameuter les troupes, à se taper des sprints, etc. Ça, sur ce coup-là, par contre, c'est très positif. Et d'ailleurs, globalement, sur mes notes, Touraine a une des meilleures notes du match, hein, donc je chipote sur les petites erreurs, mais le match a été bon pour tous les Grenoblois défensivement parlant. Ton petit point de vue, Karel, sur la défense et les défenseurs grenoblois sur ce match?
Bah, je vais être rapide parce que je suis assez d'accord. Je trouve que comme on en a parlé un peu plus tôt dans le podcast, Paquez fait vraiment son meilleur match de la saison. Défensivement, décisif, comme je disais, offensivement, j'ai trouvé qu'il avait quand même eu peut-être un peu plus de chevauchées, réussies que ce que ça pouvait être par le passé. Également dans les transmissions, ce qu'il faut pas oublier de préciser pour Paquez, c'est qu'il ne joue pas sur son côté quand même, à la Oui. base, c'est un défenseur droit. Donc il joue faux pied, mais quand même des transmissions réussies, pied gauche, et pied droit également. Donc bravo à Paquez qui a été décisif, tout comme, on avait loué, Maubleu à Saint-Étienne, tout comme, on peut louer, les joueurs offensifs de temps en temps. Je pense que ce samedi, Paquez nous ramène un point, donc il faut quand même le noter, le féliciter, puis le remercier également. Diarra, qui mine de rien, gagne en régularité, hein, parfois on avait un peu peur que ce soit limite dans la surface, sur des fautes parfois un peu limite, mais je trouve quand même qu'on en parle de moins en moins et que, il y a de la solidité, il y a quand même, c'est un défenseur qui est quand même assez rapide dans l'idée et puis qui balle au pied ne fait pas tâche, hein, qui est capable d'être à l'aise et de relancer tranquillement. Je lui ai trouvé beaucoup de sang-froid contre Bastia, notamment. Monfrey, comme tu l'as dit, qui nous a fait un peu peur, mais c'est vrai que la passe en retrait de Touraine n'est pas un cadeau non plus. C'est important à analyser. Tu fais bien de le dire, mais bon, heureusement, derrière, Beaubleu sort encore une parade, de nulle part. Il s'était fait, comme tu l'as dit, il me semble, coucher par Alfarella. Il réussit à rester sur ses appuis et il la ressort, du bout des doigts, donc au final, sans conséquence et heureusement et puis Touraine, voilà, en fait, Touraine et Monfrey, en fait, je pense aussi que ce genre de petites bourdes qu'on peut voir de leur part, c'est aussi parce que c'est des joueurs défensifs qui prennent énormément de risques, hein, finalement dans la relance. Je pense qu'il faudrait voir la stat, mais Monfrey, au niveau du nombre de lignes qui sont cassées, au niveau du nombre de passes progressives pour un défenseur central en Ligue 2, ça doit être intéressant. Et puis Touraine, c'est pareil que ce soit par les courses ou par la passe, c'est souvent pour essayer de gagner des mètres, même en tant que défenseur. Donc voilà, des fois, ça peut coûter cher. Je pense que tu l'as dit, c'est important de trouver un bon équilibre. Et oui, j'ai bien en tête l'action dont tu parles en toute fin de partie. Je pense qu'on a été beaucoup au stade des Alpes à avoir le souffle coupé sur cette action en attendant de voir dans les pieds de qui le ballon allait finalement atterrir. En plus, nous de la presse, on voyait pas le ballon. Je sais pas si c'est le souvenir que tu as, mais en fait, Touraine était tourné vers nous et le ballon était entre lui et les Bastiers, donc on savait pas trop qui allait ressortir avec le ballon. Et si c'était les Bastiers qui ressortaient avec le ballon, ils étaient 3 contre Mauveleux, donc ça s'annonçait pas bien. Donc ouais, un petit frisson, mais au final on s'en sort bien. Et puis c'est la réussite qui nous a fallu, hein, aussi depuis ce début de saison pour s'en sortir à 0 but avec un gros bloc. On a été très bon, mais il faut aussi rappeler que il y a quand même des moments où on a eu un peu de réussite, que ce soit sur la frappe de Santelli, que ce soit sur je sais pas, le poteau du Paris FC, à la deuxième journée ou le but annulé de 3 à la troisième. Et voilà, au final, quand même un bon match encore une fois de la ligne défensive et il faut les féliciter pour ce premier bloc avec 0 but encaissé. Et j'aimerais rajouter un petit truc, Karel, sur Mathys Touraine, à la fois positif et négatif, mais sur son apport offensif. Alors, on va commencer par le négatif. Je pense qu'il peut s'améliorer sur la qualité de centre Mmh, et par le fait de choisir peut-être le bon réceptionneur aussi. J'inclus ça dans la qualité, bonne au-delà zone de en la tout cas. qualité technique. Voilà la bonne zone. Et en positif, par contre, son apport dans le déséquilibre du bloc défensif adverse, il est super intéressant, quoi. J'ai en tête l'action avec Postolaki. Ça clairement, il est très bon là-dedans en fait, je trouve. Il arrive à éliminer, il s'est retrouvé encore, je crois, 3 ou 4 fois en position presque axiale finalement, en position de frappe ou de choses comme ça. Et très clairement, contre des équipes qui défendent un peu bas ou qui nous attendent, c'est ce qui peut faire la différence aussi aujourd'hui. Et à 2-3 reprises, j'ai eu le sentiment qu'il pouvait encore, si ce n'est directement par lui-même en frappant, au moins en faisant la dernière passe décisive, qu'il pouvait faire la différence à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même un luxe d'avoir un défenseur qui a ces qualités-là en fait aujourd'hui, parce que les Grenoblois ont des milieux de terrain qui peuvent marquer, ont des attaquants qui peuvent marquer. Pour l'instant, ils marquent pas beaucoup, hein, aussi bien des milieux que les attaquants, mais ils ont aussi un latéral qui prend une grosse part et une part active dans la construction offensive. Ça, c'est vraiment très intéressant pour la suite. Et s'il gomme, on va dire beaucoup de bien d'Amins Bay tout à l'heure. Je pense aussi que si Mathys Touraine gomme ces petits défauts qui sont pour moi totalement compréhensibles, hein, après 6 mois en pro et un début de parcours qui est assez atypique,
On va le voir plus haut un jour, Mathys Tourelle. J'en ai la conviction. Il a les qualités pour, en tout cas. Il a vraiment toutes les qualités du latéral moderne pour aller taper à la porte un peu plus haut que la Ligue 2 française. Milieu de terrain, Karel, moi je vais être assez rapide. Je parlerai tout à l'heure de la composition au niveau du coaching. Globalement, j'ai pas été choqué par les joueurs alignés. Je développerai pardon, un peu plus tout à l'heure. Un bonnet de gala pour moi, encore une fois. On est toujours dans l'habituel. Voilà, c'est propre ce qu'il fait. Elle a une capacité aussi à bien tirer les coups francs, même si ça paye pas encore cette année, qui va payer un moment ou un autre. Va rentrer, ouais. Ouais, alors j'allais pas dire que c'est cadré à chaque fois parce que là pour le coup il a pas cadré, mais c'est tout comme en fait. Elle est placée pas là où il doit la placer, mais elle est 10 centimètres de là où il doit la placer, mais c'était vraiment tiré Contre que 3, ouais contre ouais. Alemdar, il Oui, est parfaitement tiré, c'est juste que c'est le la gardien, parade est tout à fait. exceptionnelle. Tout à fait. Là, il est très bien tiré, à 10 centimètres près, on va dire, pour la recherche de perfection dont on parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, du bon bonnet encore, qui met les Grenoblois dans le bon sens. J'ai trouvé Rigaud un peu mieux qu'à Auxerre, personnellement, un peu plus intéressant dans ce qu'il a proposé. Donc, je m'attarde pas trop non plus parce que je trouve qu'il est sur des choses habituelles dont on a déjà beaucoup parlé et qui réussit plutôt bien. Et physiquement, je l'ai pas trouvé spécialement en difficulté sur ce match-là, avec peut-être des gabarits un peu moins costauds qu'Auxerre aussi. Et petit point négatif en revanche sur Sékou Touré, pas rien non plus de catastrophique, hein, mais le maillon faible, on va dire, du milieu de terrain grenoblois, un peu moins juste que sur les 2 premières journées. Alors ça faisait 2 matchs qu'il n'avait pas joué, peut-être aussi besoin de retrouver un peu de rythme. Il a été blessé, il est parti en Gambie aussi parce qu'il a été papa, on le rappelle, donc ça a été un long voyage et qu'il y a sans doute aussi un peu de fatigue qui est compliqué à encaisser. Mais son moins bon match de la saison pour moi sur Sékou Touré. Voilà pour le milieu de terrain, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Il y a rien qui m'a vraiment marqué ni dans un sens ni dans l'autre, hein. Karel, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrejeu du GF38 ce samedi? Plutôt d'accord, je rebondis sur, Touré. Je pense aussi que c'est sûrement un bon match de la saison, mais encore une fois, comme tu l'as dit, il faut nuancer, par rapport, à ses conditions, personnelles aussi. Je pense que la trêve va lui faire un peu de bien pour souffler parce qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'enchaîner non plus comme ça avec le GF38. C'est un statut qui est un peu nouveau pour lui finalement, celui de titulaire et en plus il est titulaire dans une équipe qui tourne bien. C'est mérité, hein, clairement au vu de ses premiers matchs, mais là c'était un peu moins bien, on peut le dire aussi. Je pense qu'il reviendra, en forme, potentiellement après la trêve et qu'on reverra du bon Touré comme ça a été le cas sur les premiers matchs qu'il a disputés. Je pense que c'était logique que ce soit le 1er changement au final, hein, donc je pense que VH comme nous a observé la même chose sur ces 3 du milieu de terrain. Rigaud, il s'acclimate, doucement, mais sûrement à la Ligue 2 et puis il a toujours, les mêmes qualités de passe, progressive également. Il a toujours un œil vers l'avant, il essaye toujours de jouer en une touche quand il le peut et en dehors de ça, c'est des qualités dont on a beaucoup parlé, mais je lui trouve aussi un beau rôle de catalyseur. Je sais pas ce que tu en penses Fred, mais je trouve qu'il dicte bien le jeu, qu'il prend le temps, que c'est lui qui oriente. Je trouve qu'il est de plus en plus vocal aussi, qu'on le voit donner des consignes. Donc si, tout doucement il s'affirme et qu'il prend aussi le lead de ce milieu de terrain, étant donné qu'il a un poste finalement très important et très stratégique, celui de 6, celui de pointe basse et que c'est lui qui est censé organiser, s'il arrive à prendre un peu le jeu à son compte, c'est une bonne chose. Je l'ai vu, se faire bouger sur un duel à l'épaule, voilà, mais je vois pas de déficit physique non plus énorme, sur le match contre Bastia. Et puis il compense aussi, comme lui-même l'avait dit, me semble, en conférence de presse, par, une bonne vision de jeu qui fait qu'il intercepte pas mal de ballons aussi. Donc je pense que c'est un joueur pareil qui va monter en puissance à force de s'acclimater en Ligue 2, mais je pense qu'on tient quelque chose et je l'avais déjà beaucoup dit, j'aime beaucoup Dante Rigo et puis Jesse Bonnet, tu l'as dit. On s'y habitue, mais il faut pas s'en lasser et il faut pas banaliser parce que c'est quand même des performances de très, très haut niveau pour un milieu de terrain de Ligue 2. On a de la chance que ce joueur-là, aime particulièrement Grenoble et qu'il se sente particulièrement bien à Grenoble. On en avait déjà parlé, mais je pense que ce qui a fait, que ça n'a pas fonctionné à Amiens, c'est peut-être aussi parce que, je ne sais pas, le confort n'était pas le même, peut-être un cocon qui semblait être moins confortable que ce qu'il pouvait y avoir à Grenoble, mais c'est quand même un joueur de très, très haut niveau pour la Ligue 2. Moi je le verrais en fait en milieu de tableau,
tableau, même si ça paraît un peu péjoratif, mais c'est pas le cas du tout. Mais Ligue 1, honnêtement, au moins dans la rotation, franchement, techniquement, c'est propre tout le temps. Donc faut pas banaliser quand même les performances. Et puis encore une fois, tu l'as dit, sur coup de pied arrêté, il apporte beaucoup. C'est un joueur qui est capable de faire des différences. Je me rappelle d'un petit déboulé de Zbaye où il arrive quand même à rentrer dans la surface, Benet, pour être présent à la réception. Il tente et c'est stoppé par Boucher. Mais voilà, il est capable d'apporter au milieu de terrain, il est capable d'apporter offensivement, il est capable d'apporter sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours très juste. Il perd peu de ballons, donc encore une fois, chapeau à Jesse Benet et merci à lui pour ce qu'il offre au Stade des Alpes. Beaucoup de corners aussi qui ont été plutôt bien tirés. Et alors je me rappelle plus si Bonnet les a tous tirés ou si on a eu d'autres tireurs sur ce Il doit y match-là. avoir Benet, doit y avoir Rigaud, doit y avoir Zbaye qui les Ouais, c'est tire qu'on a aussi. beaucoup de tireurs effectivement. En tout cas, ils ont été plutôt bien tirés. Et petit mot positif sur Adrien Monfray. Et je trouve que depuis le début de la saison, il prend Il beaucoup de domine, hein. ballons. Ouais, il prend Ah, dans beaucoup de les ballons airs, sur les corners. Et on va encore revenir sur ce fameux but. Lui-même dit qu'il marque jamais, mais ça va venir. Je pense que voilà, si Hard nous écoute notamment, on sait qu'il aime bien miser sur les buts d'Adrien Bonnet. Très sincère, d'Adrien Bonnet, d'Adrien Monfray, pardon. J'ai ça mixé serait un les deux. sacré joueur, Adrien Benet, hein. Adrien J'aimerais bien Bonnet, voir ce que ça donne, hein. il serait très fort. Franchement, je le trouve vraiment très dominant. Tu l'as dit, le ballon. Alors, je pense qu'ils sont bien tirés, qu'il connaît bien les combinaisons, mais il est souvent au bon endroit et il manque pas grand-chose. Là encore, t'as senti qu'il avait pas manqué grand-chose. Peut-être un peu. Je crois que c'était 3 où il a vraiment une très très grosse occasion. Là, c'était un peu moins net, un peu moins flagrant. Mais encore une fois, les ballons, au moins il les touchait. Et deux petites choses pour compléter, trois même. Deux sur Rigaud, bah, je suis d'accord avec toi sur le côté patron. Je me suis fait la réflexion effectivement en me disant tiens, il commence à être un peu plus patron justement et ça lui va bien. Je trouve qu'il a cette capacité, tu vois, un peu d'architecte quelque part, un peu à la base des constructions des offensives grenobloises et que le côté patron peut bien lui aller. Et sur la qualité de passe en profondeur aussi, la verticalité, je sais même pas s'il a du déchet en fait à ce niveau-là. C'est toujours dans le bon timing, dans le bon espace. Enfin, tu vois, il a cette capacité à jouer vers l'avant qui est super intéressante. Tu parlais de la capacité de casser des lignes de Monfray, je suis d'accord, mais Rigaud, c'est vraiment le stade au-dessus. J'ai Mmh. l'impression que ça passe Ah, quasiment à on chaque en fois. avait Ouais. beaucoup parlé en preview, c'est ce qu'on soupçonnait du joueur et ça se confirme au fur et à mesure, hein. C'est fort quand même. Et troisième point sur Touré, un peu moins positif, je trouve que lui doit progresser alors pas forcément dans la frappe, parce que je pense qu'il a une bonne qualité de frappe, mais dans la prise de risque à ce niveau-là, parce qu'il a souvent été en position. Il y a souvent eu le petit dribble de trop, alors il y a eu des frappes un peu mollassonnes aussi, mais je pense pas que ce soit un problème de qualité de frappe. Il y a deux, trois fois où je me suis dit frappe en fait, et voilà, et ça faisait le petit dribble, ça attendait un peu trop, ça cherchait la passe. Je pense que les milieux grenoblois, et là pour le coup c'est surtout lui qui a été en position plus que Bonnet et Rigaud, même si Bonnet a eu une bonne opportunité en toute fin de match. Faut pas hésiter dans ces moments-là à pas forcément chercher à chaque fois à rentrer dans la surface, etc. Allumer quoi. On sait que Rigaud a une bonne qualité de frappe aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de l'apercevoir assez rapidement. On sait que Bonnet a une très belle qualité de frappe. Je pense que Touré c'est la même en fait. Je pense que Sylvestre aussi c'est la même. Si Sylvestre a peut-être essayé lui d'ailleurs en seconde mi-temps après son entrée à une reprise de frapper. Mais voilà, Juste j'ai après l'impression. son entrée notamment. Ouais, j'ai l'impression que ça Il a reste une action, ouais. un peu timide globalement malgré tout, et notamment de ses coups Touré. Faut qu'il tente un peu plus tout simplement. Après, voilà, ça rate, ça part dans les nuages, c'est pas grave, mais ça permet aussi de faire sortir de temps en temps les défenses, et ça a un peu manqué, j'ai trouvé, sur sa partition là samedi dernier au Stade des Alpes. Alors, on va attaquer le gros du morceau, Karel, la ligne offensive. Je pense gros du morceau aussi bien dans le positif que dans le négatif d'ailleurs. Bon, on peut les faire un par un, ça à la limite si tu veux, parce que bah, les partitions pour le coup sont très différentes quand on va changer de joueur. Amin Sbaye, étincelant, on peut peut-être le reprocher parfois de pas donner dans les meilleures conditions le ballon. Je suis pas tout à fait d'accord moi quand je lis ça, parce que j'ai l'impression que ça vient aussi de temps en temps de l'appel des coéquipiers, et que bah, quand Bonnet fait un bon appel en retrait en fin de match, bah, le ballon lui arrive dans les pieds finalement, donc c'est pas forcément ce problème-là. Mais alors que de différences faites, et puis dès les premières minutes par Amin Sbaye qui a, pour moi en tout cas, éclaboussé le match de son talent. C'est ce qu'on soupçonnait aussi, hein, ce qu'on voit souvent par un petit à coup. Il a eu du mal notamment l'an passé à être aussi bon que ça sur la durée. Je veux dire meilleur match sous le maillot du GF38, un peu comme pour Gaëtan Paquez. Vraiment un match, presque je l'aurais pas sorti, tu vois. Je comprends peut-être qu'en fin de match qu'il piochait un tout petit peu, mais il faisait encore des différences en fait à la 80e, donc presque je l'aurais pas sorti. Bon dans les duels, bon dans les dribbles, et la finition sur le gros arrêt du gardien, peut-être qu'elle peut être un tout petit peu différente et qu'il doit progresser, voilà, sur la dernière passe et sur la finition. Mais pour le reste, là, on a vraiment du très très bon à Minsby en ce qui me concerne. Qu'est-ce que tu as pensé du match du joueur?
Bah, totalement pareil, je sais pas combien de temps est-ce qu'on va continuer à voir, Ouais, je Amin pense que Sbaï sous l'année, les couleurs ouais, du GF 38 mais je pense que l'année prochaine c'est terminé, Amiens Bayern, personnellement. bah, S'il continue comme ça, tu fais bien de le dire si c'est ce que tu en penses parce que dans ce cas-là, ça montre qu'il faut profiter cette saison parce que, c'est pas un joueur, normal. Je pense que c'est pas un joueur, classique et encore moins un joueur, classique de Ligue 2 et je pense qu'on s'en rendra compte, encore plus peut-être quand il sera plus à Grenoble et qu'il évoluera un peu plus haut. Mais, en tout cas, on en parlait un peu la saison passée et on se disait que cette saison, donc la 2023-2024 pouvait être la saison de la confirmation pour Amin Sbaï. Pour le moment, ça a l'air de se dessiner. Alors, tu l'as dit, il manque, encore la finition, il manque, la capacité à être encore un peu plus décisif. Mais dans la capacité à éliminer, à prendre le jeu à son compte et en fait, plus le temps avance et plus les matchs avancent et plus on se rend compte que c'est un joueur, qui peut décider du sort des matchs. Tout simplement, contre Bastia, si on l'emporte, c'est sûrement parce que c'est lui qui fait une différence et il aurait pu la faire au bout de 15 minutes de jeu où il couche, déjà, le latéral, le latéral Bastia, je crois que c'était Roncaglia qui a pas oui. dû passer une très, très bonne soirée. Donc voilà et non, bah, comme toi, Minzbaï, qui a pris en maturité, ça se voit, que ce soit sur le terrain, que ce soit en conférence de presse aussi, on en a beaucoup discuté, après la conf. Franchement chapeau à lui, il faut continuer à monter en puissance et moi c'est un joueur déjà que j'adore footballistiquement, j'adore aussi dans son discours, parce que même si c'est un joueur qui brille, de par sa capacité à éliminer, par sa technicité. On sent que c'est aussi un joueur qui est très investi collectivement et qui veut voir, Grenoble gagner et on parlait souvent, moi je faisais souvent référence au fait que Grenoble ne devait pas être complexé et devait jouer, son va-tout cette saison. Je pense qu'Amin Sbaï en conférence de presse, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire, il est symbolique de cette image. Il y avait beaucoup de frustration quand même au sortir, de la rencontre contre Bastia. Certes, Grenoble est invaincu, certes, Grenoble n'a pas pris de but, mais il voulait faire mieux. Et je pense que c'est très symbolique du GF38 de cette année. Et en tout cas, il a tout pour être, pour peut-être être le chef de proue de ce GF38 là. En tout cas, quand on revoit les actions du match, c'est impressionnant. Et encore une fois, c'est le genre de joueur qui peut ramener des gens au stade et qui peut faire gagner des points au GF38. Donc profitons-en parce qu'il est, à mon sens en tout cas, spécial comme joueur. Oui, c'est le monsieur plus, hein, clairement, sur ce match-là. Et quasiment toutes les occasions sont venues, soit directement de lui, soit indirectement de lui, mais il était jamais très loin des grosses occasions du GF38 sur ce match, hein. J'avais la stat sur ses dribbles réussis, ça m'a semblé impressionnant parce que dribble, c'est prise de risque, hein, à chaque fois. C'est ce qu'on dit souvent sur lui ou sur un joueur comme Bamba, c'est qu'il faut accepter aussi le déchet dans ce cas-là. Et j'avais regardé ça tout à l'heure. Alors déjà 15 duels remportés sur 22 joués, c'est énorme pour un attaquant. Et où est-ce qu'ils sont ces petits dribbles sur le match? Je vais chercher ça, je les trouve plus. Bon c'est pas très grave, mais c'était J'avais aussi vu aussi, ah c'est quelqu'un en 11, parler sur 11 sur Twitter. 16. 11 sur 16. Voilà. Je crois Impressionnant. qu'en première mi-temps, il en réussit déjà énormément et que j'avais vu quelqu'un en parler sur Twitter qui disait que c'était du rarement vu en Ligue 2 de passer Oui. autant de dribbles en une mi-temps, d'un match de Ligue 2 quoi, mais donc Alors, bon, j'ai plus voilà en encore tête une honnêtement fois, les stats sur les meilleurs dribbleurs qui étaient sortis notamment en milieu de saison dernière où Bamba était parmi les meilleurs. Je crois que c'était de l'ordre de, quand on parlait de Bamba, il était plutôt dans les meilleurs dribbleurs de Ligue 2, de 3 ou 4 en moyenne par il match. était il était meilleur dribbleur de Ligue 2, à Il la était, mi-saison, voilà, il Bamba. était même meilleur dribbleur de Ligue 2. Je crois que c'était, Juste devant Crasso, oui, la saison c'était passée. les deux étaient peut-être ex aequo, effectivement. Oui, t'as raison, Karel. Il me semble qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Alors attendez, je vais retrouver les stats précises parce que ça peut être intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors classement du nombre, c'était à mi-saison, hein, c'était le 30 septembre, donc pas tout à fait à mi-saison, mais c'était le classement des joueurs au nombre de dribbles réussis. Et effectivement, le premier c'était Bamba avec 24, donc après en gros 10 journées. Imaginez-vous, il était premier de Ligue 2 avec 24, à Minsby en a fait 11, presque la moitié sur un seul match en C'est fait. vrai que C'est insensé. mis en perspective, c'est complètement fou et c'est Jean, bien, ça illustre Jean bien nos Evans propos. de Pau en avait 21, était deuxième, donc Sbaï est déjà à plus de la moitié. Et troisième, Crasso et Bakoua de Bordeaux, donc on parle pas de n'importe qui, ils éétaient à 20 après 10 journées de Ligue 2 la Ouais, saison c'est ça. dernière. C'est Asso, incroyable. qui est parti où exact? À Belgrade, il me semble, À l'Étoile Rouge peut-être? de Belgrade, tout à fait. Et c'était, c'était qui l'accompagnait, pardon?
Ah oui, Bakwa et De Bakwa quoi, oui, qui est parti à à Strasbourg Strasbourg, en Ligue tout 1. à fait. Voilà, Donc donc bon voilà, ça place un tout petit peu effectivement ça place un tout petit peu les choses, quoi. Et là, c'est 11 sur un match. Enfin, c'est impressionnant. Bon, on va pas trop en faire parce qu'on veut le garder au moins encore un an à Minsby et que si on en parle trop là, je pense que dès janvier, ça va commencer à se bousculer. Ça se bousculait déjà l'année dernière alors qu'il jouait pas beaucoup, hein, donc mais en plus, c'est le style de joueur que les gens remarquent énormément. oui. Même si tu regardes peu la Ligue 2, je pense que c'est un des joueurs dont les gens parlent le plus. Moi, quand je vois sur Twitter, j'ai tapé son nom ensuite derrière, dans la barre de recherche, c'est les gens remarquent quand même, Bah, c'est un je joueur disais. plaisir en fait et un joueur de highlights aussi. On se rappelle du but C'est en Coupe ça, de en France fait, c'est contre ça. Villefranche. Bah forcément la vidéo elle tourne derrière. Bah, Là le il y a eu but en déjà Coupe de du France contre oui Lyon, où il aussi touche Anthony Lopez, bon, voilà, il y a des tout à exemples. fait. Ah, sur le match je pense qu'il y en a qui vont se faire plaisir sur la vidéo sur le match de samedi. On passe à l'autre côté de la ligne d'attaque, Karel, avec Lenny Joseph. Alors j'avais trouvé plutôt un bon match de Lenny Joseph à Auxerre. Là j'ai eu plus de mal. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de duels perdus, beaucoup de ballons perdus aussi derrière. Pas son meilleur match, un peu plus en difficulté. Lenny Joseph, on l'a senti aussi. En tout cas moi je l'ai senti un peu cramé après. Dès le début de la deuxième mi-temps, après l'heure de jeu, on voyait qu'il de temps en temps, voilà, il s'arrêtait les mains sur les genoux, etc. Il a beaucoup donné aussi, il faut dire. Il a quasiment tout joué. Il est très peu sorti, hein, je pense, sur le mois d'août, Lenny Joseph. Est-ce que la trêve tombe finalement pas bien pour lui après tous les efforts fournis? Et plutôt un bon début de saison aussi, hein, mais pas sa meilleure prestation ce samedi. Si, si, je pense que tu as raison là-dessus, déjà, il a toujours été titulaire, dans un premier temps. Donc je pense que c'est le seul, avec Pustolaki, finalement, qui a toujours démarré titulaire, il me semble. Devant, oui, oui. Donc Après, ça a tourné sur le donc troisième poste, mais les heu, deux ont toujours joué, ouais. voilà et puis, Joseph, c'est un joueur qui fait quand même beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts défensifs aussi, je pense qu'il faut le noter. Son jeu, c'est souvent d'essayer de rentrer vers l'intérieur, même s'il est capable de longer la ligne de touche. Mais là encore, c'est un joueur, qui veut progresser sur le terrain, qui veut gagner des mètres, qui veut faire des différences. Donc forcément, quand ça se passe un peu moins bien, ça se voit dans l'autre sens. Donc une un peu moins bonne performance, un peu moins de réussite dans ses prises de balles et ses prises d'initiative. Peut-être aussi un peu éclipsé justement de l'autre côté par Amin Sbaï qui lui a quasiment tout réussi. Donc c'était peut-être, c'était peut-être, préférable de passer sur le côté gauche, pour le Ce qui est GF38, logique, lors hein, de quand ce on sent qu'on match-là. a un joueur qui est en réussite, bah, c'est un peu comme au basket au final, tu files le ballon à celui qui a la main chaude, quoi. C'est Ça ça. aimante un peu plus de ballons, c'est tout à fait cohérent quand on sent qu'il y a un tel différentiel en fait entre l'attaquant et son défenseur, bah, de tenter de passer souvent sur le même côté. Il y a rien d'illogique là-dedans en fait, hein. Avait posé la très bonne question à Minsby, si on quand lorsqu'on était ailier, souvent joueur de côté, donc qui joue beaucoup de duels offensifs, on sentait si on avait le dessus ou pas sur son défenseur et sa réponse était très intéressante. Je ne la spoilerai pas pour essayer de booster un peu les vues de de Métrosport. Mais voilà, c'était une réponse très intéressante et justement, voilà, La peut-être réponse est que oui. Tavares. Vous irez écouter le détail, mais la réponse est oui, il l'a La sorti réponse est effectivement. oui, mais le détail est très, très intéressant, j'avais trouvé. J'ai beaucoup aimé la réponse et peut-être que justement, Lenny Joseph de l'autre côté, Tavares, à mon sens, a fait un bon match Oui. quand même. Donc voilà, c'était peut-être un peu plus difficile, mais encore une fois, voilà, faut nuancer. Heu, Lenny Joseph fait quand même, Tavares et Bonnert 5 très aussi bons du coup premiers matchs. qui était axial côté gauche, qui a été le meilleur Mmh. défenseur de Bastia pardon pour moi samedi dernier et qui en plus Là est où, capable de jouer sur un côté donc il a l'habitude d'avoir des mecs en face qui sont en capacité de déborder et tout. Je pense aussi que le côté gauche Bastia était plus fort que le côté droit donc ça peut aussi expliquer le mmh. fait que bah forcément l'attaquant ait plus ou moins de difficultés selon le mec qu'il a en face quoi. Ouais, voilà, c'est important de s'adapter à ça, mais oui, Lenny Joseph, une performance peut-être un peu plus en demi-teinte, ce qui n'enlève rien, à ce que j'ai vu de son début de saison et que j'ai apprécié, mais je suis plutôt d'accord avec toi dans l'idée. Puis on va passer au gros du morceau, peut-être le cas qui va diviser un peu plus. Alors on en avait parlé un peu avec Kevin et finalement moi j'ai pas trop changé d'avis. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Kevin. Est-ce que le 9 au GF38 aujourd'hui est là pour marquer des buts en fait? Ou est là pour aider l'équipe à ne pas en prendre déjà dans un premier temps et à marquer même si c'est pas lui qui marque? Moi je penche plutôt pour cette opinion. Je trouve que le 9 au GF38, bah, il a pas la vie facile en fait. Quand je dis le 9, c'est vraiment l'attaquant axial de pointe, hein, que ce soit Postolaki, Meïsaba, Jordan Tell en son temps. J'ai les stats du nombre de ballons touchés par Postolaki. Alors 19 au total, mais il y en avait 9 en première période.
à domicile, avec une équipe qui était plutôt dominatrice, puisque Grenoble a globalement quand même dominé la première mi-temps, c'est ridicule. Et sur les 9 ballons, je crois qu'il y en a 3, c'est pas je crois, j'ai vérifié, il y en a 3 touchés dans la surface. Et les 3 touchés dans la surface, c'est 2 frappes, alors certes peu dangereuses pour Bastia, et c'est la passe décisive, là, je crois que c'est une talonnade même pour Mathis Touraine, en fait, quand Mathis Touraine a une Petite bonne remise, occasion. ouais. Ouais, la petite remise. Donc les 3 ballons qui touchent dans la surface, finalement, il en fait quelque chose. Et pour le reste, après, c'est des ballons qui touchent au milieu du terrain, à 35 mètres. Je pense que la première mi-temps, quand on est attaquant et qu'on a envie de marquer son premier but, en plus on est à domicile, ça doit être compliqué à vivre quand même pour Postolaki, donc j'ai pas envie de lui tirer non plus la pierre sur ça. Après, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure en parlant d'Amins Bay, je trouve que la connexion est pas optimisée pour l'instant entre les deux. Quand Amin Bay faisait les différences, en fait, il y a eu. Alors, est-ce que c'est aussi lié au fait que Postolaki dézone beaucoup, du coup, il soit un peu moins, comment expliquer, un peu moins pas efficace, mais il y a un terme qui m'échappe, un peu moins apte en tout cas à faire les bons choix offensifs. Mais j'ai trouvé qu'il se démarquait pas forcément de manière optimale en fait pour aller demander les ballons. Tu vois, de temps en temps, faire un petit pas derrière pour prendre la passe en retrait, tu vois, ça marchait pas. Lui, il était souvent fermé entre les défenseurs, etc. Et du coup, bah, Zba, il faisait opter aussi pour la solution individuelle, bah, parce qu'il avait pas la solution de passe aussi, tout simplement. Faut aussi voir ça pour le passeur. Quand on demande au mec de lâcher le ballon, bah, il faut aussi qu'il y ait l'option qui se dégage en fait derrière. Et je pense que là aussi c'est un axe d'amélioration. Mieux jouer collectivement en fait sur les phases offensives. Après, est-ce qu'il passe trop d'énergie aussi dans les tâches défensives et est-ce qu'il empathie? On peut ouvrir le débat. Voilà, c'est pour ça que je lui jetterai pas la pierre sur ce match, même si j'entends les critiques et j'entends que les gens attendent d'un numéro 9 qui marque. Moi, je trouve qu'il n'est pas forcément aussi mis dans les meilleures conditions globalement ou qu'il se met dans les meilleures conditions lui-même pour réussir à marquer. Donc mauvais match, clairement, hein, on peut pas se contenter de ce qu'il a fait, toucher aussi peu de ballons dans un match à domicile comme ça. Mais laissons-lui du temps et j'enterrerai pas, comme j'enterre pas Meïsaba depuis l'année dernière. Je pense qu'ils ont aussi des circonstances atténuantes, les 9 à Grenoble. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du petit match, ou du match tout court d'ailleurs de Virgilou Postolaki? Bah, comme tu l'as dit, c'est pas l'analyse peut pas être aussi simple que le GF38 a marqué que 3 buts, donc tout est la faute du 9. Sinon, bah, ce serait facile, c'est-à-dire que on remplacerait le 9 et on en trouverait un, enfin on changerait jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marque et Grenoble, serait en Ligue 1 quoi. Voilà. Mais, il y a plein de facteurs. Alors première réponse, je pense que dans le système actuel, tu as quand même besoin d'un 9 qui stat. Et je crois qu'on en avait discuté Fred, après le match, mais pour moi, les ailiers actuellement, au GF38, ce n'est pas des ailiers qui sont, là pour, stater, d'un point de vue but, peut-être plus d'un point de vue passe décisive. Alors c'est des ailiers qui font énormément de différence, mais qui ont peut-être un style, en tout cas pour le moment, tant que ça ne change pas, à servir leur attaquant, à servir des joueurs lancés dans la surface, mais je trouve que Sur- c'est beaucoup des joueurs surtout dans de ce 1v1. surtout dans ce système-là, parce que je pense toujours que si on réaxe un tout petit peu un Bamba, par C'est exemple, ça. il est en capacité de marquer un peu plus. Et le terme que je cherchais, c'était lucidité, en fait. Voilà, je trouve que parfois, quand on fait beaucoup d'efforts défensifs notamment et beaucoup d'efforts qu'on court beaucoup, on perd peut-être en lucidité en fait dans le dernier geste, dans le dernier appel. C'est peut-être ce qui manque. Alors après, je suis pas non plus dans la tête de Postolaki. Et puis on peut aussi se dire qu'en première mi-temps, après 15 minutes, si on manque déjà de lucidité, c'est qu'on a un problème physique. Donc je pense pas que ça explique tout. Mais voilà, je pense quand même que les efforts physiques consentis d'un côté peuvent parfois expliquer, et je pense notamment à la grosse action qui manque contre Saint-Etienne, où 30 secondes avant, il était à 30 mètres de ses propres buts, peuvent parfois expliquer que la réussite n'est pas à 100% derrière et qu'il manque parfois de petites choses. Sinon, je te rejoins, Karel, hein, sur les ailiers qui statent, surtout dans ce système où on a des ailiers qui sont là pour faire des différences sur les côtés. C'est ça, c'est des ailiers de 1v1 quoi. Mais après, il faut C'est des trouver, ailiers quand, de 1v1. quand tu dribbles ton défenseur, effectivement, après, bah, tu as deux options, hein. Soit tu C'est te ça, mets en position de frappe, et c'est un peu plus compliqué quand tu es sur un côté. Sba, il a plutôt bien fait, mais il n'a pas eu la conclusion et l'efficacité en conclusion, mais il s'est mis en position de pouvoir marquer. Soit tu trouves quelqu'un, en fait, au centre. Et là, c'est un peu plus difficile, effectivement, actuellement. c'est ça. Alors est-ce que la solution ça passe par un changement de système? Je ne sais pas. En tout cas pour moi aujourd'hui le 9, au GF38 dans ce système-là, doit être, plus un joueur de surface et être, capable de marquer. Alors après voilà, la nuance, je l'apporte, maintenant, c'est que, déjà je pense qu'on a mal jugé le profil de Postolaki quand il est arrivé au GF38. C'est-à-dire qu'on avait peut-être en tête un voilà, comme je l'ai dit avant, un joueur de surface qui va être là pour, le dernier geste, pour la conclusion
de l'action et qui va beaucoup rester aux avant-postes, on se rend compte sur ce premier bloc que Postolaki, c'est pas du tout ce genre de neuf-là. Finalement, tu as parlé de Saint-Etienne qui, il a besoin de faire une course de 30 mètres pour arriver dans la surface de Saint-Etienne. Ça montre déjà qu'il travaille beaucoup défensivement. Et puis, c'est un joueur qui dézone énormément et qui n'est pas maladroit en fait. Hein. C'est pas un neuf, ce n'est pas un neuf maladroit. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est très à l'aise, avec ses pieds. Sur les phases où on le voit au milieu du terrain, dans des petits espaces, notamment à Saint-Etienne, on a vu qu'il était capable de se sortir de situations dans les petits espaces sur le côté. Aussi, on l'a vu en prépa, capable de jouer sur une aile. Hem, Moi, en tout cas, alors j'ai dit: «Je pense qu'on l'a mal jugé», alors je fais une généralité et peut-être que c'est juste ma vision et que dans ce cas-là, je devrais dire que c'est plutôt moi qui l'ai mal jugé. Moi, je pensais vraiment quand il est arrivé à Grenoble que c'était un pur neuf, c'est-à-dire vraiment un pur joueur de surface et au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas le cas. Il est mobile, hein, pour Donc résumer. Voilà, c'est c'est un ça, joueur effectivement qui est capable de en fait, dézonner, de c'est multiplier les efforts sans trop de difficultés. C'est pas un joueur de surface, ou en tout cas, c'est pas un joueur que de c'est surface. ça. C'est plus un profil, c'est plus un profil à la Meïsaba Oui. qu'un profil à la Gaëtan Charbonnier pour essayer de mettre une image sur les profils auxquels je D'ailleurs, je vous pense, mettrai sur même Twitter si, sa heatmap, alors qui est très légère parce qu'il a pas touché beaucoup de ballons. Je vous mettrai même ses heatmaps depuis le début de la saison. C'est flagrant en fait. Il est pas du tout que dans la surface. Sur le match mmh, de samedi, il est alors toujours dans la moitié de terrain en revanche adverse, mais il a touché plus de ballons à 50 mètres des buts que dans la surface adverse en fait. C'est assez flagrant de voir que c'est carrément pas. Alors moi j'ai très aigué, je suis un peu plus vieux qu'Arel, mais j'ai Charbonnier, c'est un bon exemple pour de la Ligue 2, mais en image quand on parle de joueurs de surface très aigué. Voilà, c'est l'attaquant qui va être là dans les 6 mètres pour mettre le bout du pied pour marquer. On n'est pas du tout dans ce registre-là effectivement non. avec Postolaki. Non, non, pas du tout et en fait, je pense que moi, en tout cas, ce qui m'a peut-être induit en erreur et je sais pas si ce sera le cas de certains auditeurs et certains suiveurs du GF38, mais voilà, on voit un joueur qui arrive, qui a mis 14 buts l'an passé, qui est quand même assez, physiquement assez conséquent, assez Il a grand. un côté en fait Heu, un peu Olivier c'est ça, Giroud, je pense qu'il peut tromper ou un peu Ibrahimovic, tu vois, avec les cheveux aussi, le exactement côté ça. beau gosse. Donc peut-être que inconsciemment, on se dit ah bah tiens, ça va être ce style de joueur là en fait. Hein. On a tendance à se dire, que ça va, ouais, voilà, peut-être être un joueur de surface qui va être là pour finir les actions et aller stater et au final, on se rend compte que c'est un travailleur, ce qui ne veut pas dire que les neufs ne sont pas des travailleurs, mais je veux dire, c'est un travailleur au niveau de, voilà, de sa heatmap, de ses zones de travail, sur le terrain, qui dézone énormément, qui va beaucoup être là à la construction des actions et qui, au final, a un profil, et on pensait que c'était l'inverse. Enfin, moi, je pensais que c'était l'inverse, en tout cas, qui se rapproche beaucoup de celui de Meïssaba. Donc voilà, tu l'as évoqué, est-ce qu'aujourd'hui, la solution, ça serait pas, sur un match qu'on soupçonne qu'on va, dominer, face à un bloc bas, ce serait pas d'essayer d'associer Meïssaba à Postolaki pour justement décharger Postolaki de ces charges-là, et les confier plutôt à Meïssaba qui le faisait très bien l'an passé? Moi je vois quand même un parallèle qui est assez flagrant, je sais pas ce que tu en penses Fred, entre Meïssaba et Postolaki finalement. Parce que Meïssaba, c'est un joueur qui dézonnait énormément, Oui. qui a toujours été très à l'aise dans les remises, dans sa capacité à participer au jeu, mais qui n'était pas là pour finir les actions. C'est, le résumé, des 5 premières journées de Postolaki. Donc est-ce qu'une association, pourrait fonctionner? Je pense que moi, en tout cas, j'aimerais bien voir parce que, pour moi, Meïssaba n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il avait, un Bamba qui lui tournait autour, la saison passée, par exemple. Mais c'est pas qui finit Donc faut voir. meilleur passeur grenoblois et un des meilleurs passeurs de Ligue 2 aussi, on a tendance à l'oublier. C'est un peu le débat que j'avais eu avec Kev en caricaturant bien sûr, en lui demandant si Postolaki égale Meïssaba. Alors j'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit non, on peut pas dire ça en mode c'était une critique. Non, en fait, moi quand je compare quelqu'un à Meïssaba, c'est une qualité en fait. J'aime beaucoup Oui, Meïssaba, même s'il marque en pas. Mais fait, c'est dans les profils. voilà, mais les gens pensent que c'était une critique sur Postolaki. Pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas de problème avec un neuf qui marque pas en fait, s'il participe au jeu et qui permet à d'autres joueurs de marquer. J'aime pas. Alors, j'aime beaucoup les neufs qui marquent aussi, bien évidemment, mais j'ai pas de souci. Si Grenoble finit quatrième là cette saison en marquant 50 buts et que Postolaki finit avec 4 buts, mais que par contre il a fait des passes D, qu'il a bossé défensivement, etc. Pour moi, la saison sera réussie en fait. J'attends pas spécialement que Postolaki soit à 20 buts pour dire qu'il fasse une bonne saison derrière. Donc, je tenais aussi à repréciser ce petit point. Par contre, Karel, je te propose de pas trop développer parce que dans la semaine, on va justement parler de l'attaque du GF38 et ce qu'on pourrait changer. OK. Et du coup, on pourra développer un peu plus à ce niveau-là. Et du coup, comme on est quasiment déjà, enfin, on n'est pas quasiment déjà, on est un peu plus d'une heure déjà d'émission. Je te propose aussi de faire très 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 rapide sur le dernier point et d'inviter les gens qui vont nous écouter. Alors, on n'est pas en direct sur Twitch cette semaine, du coup, ça sera sur les replays. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou directement en commentaire sur YouTube.
Sur le dernier point, je vais juste te poser les bases du dernier point et comme ça, on échangera tous ensemble sur les réseaux sociaux, ça sera un peu plus sympa. Un coaching trop tardif. Pourquoi? Alors, déjà pour rappeler le coaching, on a Eddie Sylvestre qui rentre à la 64e minute à la place de Sékou Touré. Je pense que c'est le bon changement à faire, peut-être 5-10 minutes plus tôt, mais voilà, il y a pas grand-chose. Par contre, les 3 autres changements grenoblois, arrivent à la 80e, sachant qu'on a que 3 minutes d'arrêt de jeu. Je trouve ça trop court, moi, en fait, pour avoir un impact, pour trouver le rythme, etc. Et pour illustrer les propos, Thio, c'est 2 ballons touchés. Meissaba, c'est 4 ballons touchés. Bamba, c'est un peu plus, ça a été 10 ballons touchés. Mais voilà, on peut pas leur demander de faire la différence. Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais que j'aimerais vous voir réagir. Est-ce que finalement, on n'aurait pas plutôt intérêt, pardon, à faire rentrer des attaquants, surtout qu'on sait que les attaquants ont de la qualité, hein, le banc l'a déjà démontré, un peu plus tôt, pour être un peu plus frais et faire un peu plus de différence en fin de match. Et le deuxième point que j'aimerais évoquer par rapport à ce coaching, est-ce que finalement, plutôt que de faire rentrer 3 mecs sur du poste pour poste, on pourrait pas un peu mixer, alors voilà, en changeant de système, en faisant rentrer un mec plus tôt et 2 mecs un peu plus tard, pour déstabiliser un peu plus le bloc défensif adverse, puisque là finalement on sort Sbaï, on rentre Thio, on sort Postolaki, on rentre Meissaba, on sort Joseph, qui a remplacé Joseph déjà, Bamba du coup, enfin bon, ou Bamba Oui. pour Sbaï, peu importe le côté, mais on rentre Bamba. On est sur du profil et sur un système équivalent. Donc voilà, le deuxième partie du débat qu'on pourrait lancer, est-ce on n'aurait pas plus d'intérêt sur ce genre de match à faire entrer Meissaba et à sortir Joseph par exemple, pour avoir un deuxième joueur un peu plus axial, en mettant du coup Sylvestre sur le côté droit pour occuper le côté droit offensif. Voilà, c'était plus à ce niveau-là que je voudrais parler du coaching. Et sur un dernier point, on entendait beaucoup, je l'ai déjà dit sur un podcast précédent, les entraîneurs, pas que Vincent Ognon, j'ai entendu d'autres entraîneurs le dire. Oui, on fait des changements plus tardifs parce que maintenant il y a plus d'arrêts de jeu, les arbitres sont casse-couilles, etc. et tout. On joue 25 minutes de plus. Alors en Angleterre, c'est très vrai. Au Portugal, visiblement, Porto a le droit du temps additionnel jusqu'à ce qu'il marque, donc c'est très vrai. Petit coucou à Chuck Norris, elle est pour toi celle-là. Par contre, en France, le temps additionnel, il y en a limite moins que l'année dernière. Il y en a eu 4 contre Auxerre, il y en a eu 4 contre 3, il y en a eu seulement 3 minutes de temps additionnel contre Bastia samedi, alors qu'il y a eu plein de changements, qu'il y a eu Mbaye qui est resté au sol pendant 2 minutes à un moment donné. J'hallucine, moi, sur le temps additionnel. On est très très loin de ce qu'on nous avait vendu. Je sais pas ce que tu penses, Karel, du côté temps additionnel. Toi qui regardes beaucoup de foot étranger notamment, j'ai l'impression qu'en France, les arbitres, ils ont pas intégré cette nouvelle règle. Bah, sur le début de la saison, par exemple, le premier match à Saint-Étienne, on était Oui, sur 8 minutes de temps tout à additionnel. fait. Donc, Mais même 8 minutes, c'est jamais que 4 minutes de plus en gros que l'an passé. C'est pas flagrant non plus pour se dire on va attendre un peu plus longtemps pour faire les changements, etc. Surtout qu'il y a souvent 4 changements de fait, donc il te reste une troisième vague de changements et un joueur en stock si t'as un blessé, quoi. On n'est pas comme en Angleterre où hier Arsenal ça a joué jusqu'à la 116, non, 106e minute, il y a eu 16 minutes de temps ouais, additionnel. à peu près, ouais, à peu Porto, près. il y a eu Après, 20 minutes. Là, on est sur une demi-mi-temps supplémentaire. En France, ça reste quand même très raisonnable. On a rarement les 10 après minutes, quoi. déjà, un problème qu'il y a aussi, c'est que, j'ai l'impression que là, en Ligue 2 pour le moment, de ce que j'ai vu, les arbitres ne prennent pas en compte les arrêts de jeu qu'il y a pendant le temps additionnel, déjà. Déjà. C'est-à-dire que s'il y a des arrêts de jeu pendant le temps additionnel, tu es censé rajouter du temps additionnel. C'est pour ça qu'on donne un temps additionnel minimum à la Oui. base et pas un temps additionnel, qui est strict et défini. Mais sinon, oui, on n'a pas vu, en tout cas au GF38, on n'a pas vu des temps additionnels choquants par rapport à ce qu'on voyait la saison passée, à part peut-être le premier match à Saint-Étienne. Mais le premier match à Saint-Étienne, il y a eu un but annulé, il y a eu un penalty, Oui. il y a eu des blessures, Non, non, les 8 minutes donc étaient logiques pour moi. Là, c'est plus les 3 c'est minutes qui logique. le sont pas. Mais Mais là, oui, à 3, moi, contre Bastia, pardon, j'ai halluciné lorsque j'ai vu les 3 minutes. Oui, est-ce que certains arbitres, n'en tiennent pas compte? Je sais pas. première Ah, mi-temps, c'était moi, c'est ce 0 que je secondes, dis, hein. Ça a été la 45e et 1 seconde, il a sifflé, en fait. Donc, il a considéré qu'il y avait c'est 0 perte de temps en première période, l'arbitre. ça, Pourquoi oui, pas? c'est vrai, il y a vraiment eu 3 minutes en tout. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. En tout cas, pour répondre à la question, en Angleterre, oui, le temps additionnel a changé, très clairement. Après, moi, c'est ce que je reproche toujours au football. Alors, c'est mon sport préféré, c'est ma passion, et cetera, mais il y a un gros problème au niveau des règles du football. Je pense que c'est le sport où les règles sont le plus mal appliquées au monde. Je ne vois aucun autre sport où il y a autant de dissonances dans les règles, où il y a autant de différences d'interprétation, où il y a autant de règles aussi qui sont laissées à l'interprétation. Je pense que c'est ça qui crée tant de frustration envers les arbitres. C'est parce qu'en fait, trop de choses reposent sur les arbitres et pas sur les règles fondamentales. Là, on parle du temps additionnel, mais ça peut être les mains aussi. Mais voilà, c'est en tout cas un problème pour moi qui aura
En tout cas pour le moment, toujours dans le football. En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question du coaching. C'est intéressant, voilà, ça peut faire partie des armes aussi pour éventuellement changer des choses si on ne parvient pas plus à marquer. Que ce soit dans le choix des joueurs, dans le choix des systèmes à changer en cours de route ou dans le choix du timing aussi, pourquoi pas faire rentrer un peu plus tôt. Et juste pour conclure, je voulais donner un petit mot, je l'avais dit tout à l'heure, je ferai très rapide du coup sur la composition de départ. Pour moi, c'était la bonne. Voilà, je l'ai un peu évoqué sur le cas Touré. Il n'y avait pas de raison de pas le remettre après son retour de blessure vu son début de saison. Mais pour le reste, c'est rien qui m'a choqué. Karel, est-ce que tu aurais souhaité une autre composition ou est-ce que ça te paraissait cohérent par rapport au dernier match du GF, hein? Moi, la seule chose, le seul point d'interrogation, c'était peut-être le fait de mettre Eddy Sylvestre à la place de Mmh. Sékou Touré pour commencer, de manière un peu plus offensive. Parce que je pense que, au vu du contexte du match, on l'a dit et redit, mais Bastia avait beaucoup d'absents, l'équipe qui était un peu malade, la possibilité de finir, le premier bloc sur une victoire, et de casser un peu quand même ta série de 0-0 finalement, qui aujourd'hui fait plus parler, négativement qu'autre chose, je pense, même si ça reste encore une fois très positif. Il y avait peut-être moyen d'afficher, des velléités un peu plus offensives et peut-être de partir, je sais pas, sur un espèce de 4-2-3-1, mais c'est le seul point d'interrogation. Après, pour le reste, c'est tout à fait cohérent. Je pense qu'offensivement, Sbaye, Posto, Joseph, c'est vraiment le trio, qui est indéboulonnable. La ligne défensive, pareil. Puis le milieu de terrain, Rigo-Benet, c'est vraiment, pareil, des indiscutables. C'était le seul point d'interrogation, mais sinon, plutôt OK avec la compo. Un petit top flop des familles très très rapide. Bon, on a trouvé des points négatifs hein, quand même malgré tout à dire. Alors que pour le coup, moi en tout cas, j'étais super positif. Je le suis toujours d'ailleurs. J'ai vraiment apprécié le match et je le répète, au-delà du résultat, moi c'est la manière qui m'importe et je suis très très satisfait de ce que je vois cette année, notamment au Stade des Alpes. Donc même si on trouve du négatif, l'état d'esprit reste bon. Je pense que pour en avoir parlé avec toi, Karel, même si tu étais un peu frustré du 0-0, pareil, tu prends du plaisir au Stade des Alpes. Donc Moi, je suis un peu difficile, voilà. Donc mon mais dans le top, contenu, c'est bon. mon top va être global. Voilà. Merci aux Grenoblois en fait. Merci au public. J'ai inclus le public parce que franchement, on passe des bonnes soirées au Stade des Alpes. Et merci pour ce match-là. Et le flop, bah, ce sera bah, l'absence de but. Voilà. C'est vraiment là. Il manque la petite cerise sur le gâteau. Et on s'est fait la réflexion, Karel, hein, mais si le GF38 marque à la 90e samedi dernier, l'explosion, elle est Aïe, aïe, immense en aïe, fait. Elle est je pense, oui. immense. Ça aurait fait trembler toute la ville. Donc voilà, il manque voilà ce petit supplément de même pas de passion, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il manque ce petite chose qui pourrait faire exploser encore plus l'ambiance. Mais pour le reste, franchement, si on continue comme ça, déjà je suis persuadé qu'on verra des buts parce qu'il n'y a pas de raison vu le nombre d'occasions qu'on se crée cette année qu'on n'en voit pas. Et puis même globalement, si de temps en temps on voit des 0-0, je préfère un 0-0 de cet Acadie-là que le 0-0 contre Bordeaux l'année dernière, de très 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 loin. Donc plutôt un très 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 gros top et le petit flop. Voilà, si messieurs vous pouvez mettre un petit but la prochaine fois. Les prochaines fois même, j'aimerais bien combattre Bordeaux, on en parlera un peu plus tardivement dans la semaine Karel. Mais en tout cas voilà pour moi, un petit top, un petit flop Karel sur ce match. Ah moi, mon flop pareil, c'est l'absence de but. Tu l'as dit, j'étais un peu frustré quand même de pas avoir de but, mais c'est aussi parce qu'il y a une belle ambiance et que tu as envie de voir, le stade vibrer, et se lever pour un but et pour la victoire aussi. Comme toi pour, ce flop-là et puis pour moi le top vraiment et puis c'est un top même global, mais encore une fois, face à Bastia, c'est, l'état d'esprit de cette équipe, la volonté de jouer, le fait qu'il y ait pas de il y ait pas de questions qui soient posées comme, en fait en début de match, face à Auxerre par exemple, pour reprendre l'exemple où ouais, certes tu te déplaces à Auxerre qui vient de descendre de Ligue 1 et qui est peut-être l'équipe la plus convaincante de ce début de saison avec Caen, mais tu y vas pour jouer ton va-tout et jouer ton jeu et je trouve qu'on a une équipe, vraiment particulière cette année qui dégage vraiment quelque chose de spécial et dans le contenu, j'aime beaucoup ce qu'on voit jusqu'à maintenant, donc j'espère que ça continuera après la trêve et il y a pas de raison que ça change, je pense. Ouais, on sent qu'il y a un truc, voilà, pour rester très vague, mais il se passe quelque chose effectivement avec cette équipe et pour avoir discuté un peu avec les joueurs en off de temps en temps en dehors des confs de presse, tu sens que c'est pas juste une impression qu'on a en fait et que eux aussi en interne, ils sont en mode. Mais je pense que le premier but, le premier match à Saint-Étienne, en fait, on est l'illustration parfaite. Quand t'es à la 90e, au lieu de perdre du temps, quand t'es gardien de but, tu cherches à relancer tout de suite pour aller jouer une transition et un contre qui se présente. Je pense que ça veut tout dire en fait et que tout ce qui découle depuis, c'est que la suite logique de ce qu'on a vu
cet après-midi-là, parce que c'était une après-midi, mais il y a rien de nouveau depuis en fait. Les mecs, ils ont envie de gagner, ils sont frustrés quand ils marquent pas, et c'est pas de la mauvaise frustration. Je pense que c'est de la frustration. Ah ouais, là c'est pas passé, mais on va continuer à bosser encore plus, et la prochaine fois, bah vous verrez que ça va sourire quoi. Après, il faut pas trop que ça traîne non plus. Hein. On sait que ça peut, que l'état d'esprit et que le doute peut vite s'insurger dans les esprits, mais pour l'instant, j'ai zéro crainte à ce niveau-là. Les mecs, ils sont dans le bon sens, en fait. Pour résumer, ils sont sur la bonne voie. Je sais pas quels petits défis ils sont mis entre eux. Voilà, ils veulent pas donner leur objectif. Il n'y a pas d'objectif de points cette année. Mais tu sens que le retour des barrages, je pense que la formation n'est pas passée Mmh, inaperçue à Grenoble, en tout cas. Je pense qu'ils savent que cette année, la je cinquième pense aussi. place. Voilà. Donc, on en parlera pour les ambitions de Grenobloise dans le dernier podcast de la semaine. On fait un peu de teasing, du coup. Puis, on se retrouve très, très vite pour parler du bilan et de l'analyse de ce début de saison. Tu seras encore avec moi, Karel, pour l'occasion? Et oui, et avec grand plaisir en plus. Et ben alors, à très vite. Et puis, on vous dit à très vite à tous. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. On espère que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés aussi cette semaine. Ciao, ciao!